Si vous espériez tomber sur une vidéo comparant les mangas des années 80 à ceux d'aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, j'ai menti. Cette vidéo n'a pas pour volonté de tirer une conclusion finale à base de c'était mieux avant ou on s'est quand même vachement amélioré avec le temps. En fait, si on veut être honnête, ça dépend beaucoup de la perception des gens, et donc de leur goût au final. Beaucoup de mes amis préfèrent les mangas actuels, alors que l'autre partie préfère les œuvres plus old school. Les mangas, ça fait 15 ans que j'en lis, et si pour certains ici ça peut sembler long, dites-vous que bon nombre d'œuvres que j'ai appréciées, que j'ai lues, se sont terminées avant même ma naissance. J'ai pu lire le premier chapitre de certaines œuvres devenues très connues par la suite, comme j'ai pu voir le dernier chapitre de certains des plus grands titans de l'histoire du shonen. Car oui, quand je dis manga, en fait je parle de shonen, on va surtout s'intéresser au shonen. Pour la simple et bonne raison que c'est les mangas que je connais le mieux et que j'ai eu le plus l'occasion de lire. Et on va même être encore plus précis en se concentrant sur ce journal que vous connaissez tous, le célébrissime Shonen Jump. Parce que oui, les années 80, c'est vraiment pas une date choisie au hasard, parce qu'un phénomène incroyable a eu lieu à ce moment. Le monde du manga prend un tournant inédit, en effet jusque-là, les shonen c'était des histoires plutôt légères, des tranches de vie, des comédies, des mangas qui parlent de sport, mais on est vraiment, mais alors très loin de One Piece. Et en plus, ils sont particulièrement courts. La plupart du temps, une œuvre, ça dure moins d'une année en fait. Et de la décennie 80, ça arrive. L'âge d'or du Jump commence. Des séries plus longues, mais surtout, les plus grands noms du manga qu'on connaît aujourd'hui voient le jour. Quel genre de grands noms? Captain Tsubasa en 1981, Katsai la même année, Hokuto no Ken en 83, Dragon Ball en 84, City Hunter en 85, Saint Seiya en 86, Jojo en 87 et Rakai Blues en 88. Et c'est eux qui vont façonner les codes du shonen tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors je parlerai bien de tous ces mangas, mais vous vous en doutez, ça serait trop long. Il y en a des mots. Et surtout, je les ai pas encore tous lus. Donc on va en garder quelques-uns en particulier et normalement vous devriez vite comprendre pourquoi ce choix. Les 4 qu'on va garder, ça va principalement être Hokuto no Ken, Dragon Ball, Saint Seiya et Jojo. Pourquoi cela? Il y a plusieurs raisons. Ils sont sans doute les plus grands précurseurs et surtout les plus grandes influences du shonen actuel. Ils sont les mangas ayant le plus établi des codes dans leur propre genre. Et surtout, ils ont tous cette dimension plus ou moins irréelle, voire magique. Là où City Hunter, Katsai et Rakai Blues, c'est bien plus ancré dans notre réalité. On va noter quelques points importants sur certains d'entre eux, des points communs mais aussi des différences. Premièrement, et pendant un certain temps, il y avait cette dimension d'un héros, un personnage valeureux, attachant. L'archétype du héros à l'esprit chevaleresque au cœur pur. Et là, les 4 personnages principaux, ils entrent dans cette catégorie. Le deuxième point, c'est que le monde dans lequel ils évoluent a toujours de gros points d'attache avec l'autre, mais en même temps des particularités qui font qu'on comprend très vite quelque chose. Nous nous intéresserons plus à leurs aventures qu'au monde dans lequel ils évoluent. Chez Hokuto no Ken, la Terre sort d'une apocalypse nucléaire. Chez Saint Seiya, on s'intéressera surtout au sanctuaire et aux autres propriétés des dieux. Chez Dragon Ball, même si nous sommes sur la Terre, cette dernière est extrêmement différente de celle qu'on connaît. Et enfin, pour Jojo, c'est compliqué. On change d'époque, de personnage, mais nous sommes tous d'accord pour dire que le centre du manga, c'est plus la famille Joestar que la Terre elle-même. Et surtout, à l'exception d'un, ces mangas se concentrent sur un personnage qui devra affronter de lui-même tous les dangers. Dans Hokuto no Ken, c'est Ken qui doit régler tous les problèmes et gérer toutes les situations les plus dangereuses. Les personnages de Dragon Ball passent leur temps à faire en sorte de gagner du temps pour que Goku puisse arriver. Les premières parties de Jojo, Jonathan et Joseph, malgré de l'aide extérieure de temps à autre, sont clairement les seuls à combattre. Mais vous l'avez compris, il y a un intrus dans la liste, c'est Saint Seiya. Car on ne suit pas les combats de Seiya uniquement, mais de 4 personnages, Seiya, Shun, Yoga et Shiryu. Il arrive même que le compte monte à 5 quand Ikki intervient. Tous auront un combat, tous auront un ennemi attitré. Et ça, gardez-le en tête, ça sera très important pour la suite de la vidéo. Et Dragon Ball enfonce le clou. Alors initialement un manga d'humour entrecoupé de quelques scènes de combat, l'ellipse arrive, Goku est un adulte, il a un fils, et tout va changer. Les blagues c'est fini, et c'est à ce moment où tous les doutes du Jump sont confirmés. Ce que le jeune public japonais veut voir, ce n'est plus des gags, mais quelque chose de bien plus inspiré des comics américains qu'ils peuvent voir de temps à autre. Ils veulent voir des héros, du combat, des méchants ou en couleur. Et là c'est le carton plein pour Dragon Ball, une partie un peu plus adulte et sérieuse. Toriyama et ses éditeurs l'avaient compris, ça plaît. Les années 80 marquent donc en quelque sorte la fin du manga tel qu'il était connu jusqu'à présent. Moins de blagues, plus de coups, moins d'humour, plus de sang. Et c'est d'ailleurs une des choses les plus marquantes par rapport à certains mangas qu'on peut lire récemment. Les combats, c'est à la mort. Tous les adversaires de Goku, à l'exception de Boo et Vegeta, ils meurent. Tous les adversaires de Ken meurent, tous ceux des Joestar également. Le protagoniste de la première partie lui-même y perd la vie. Saint Seiya, la plupart des combats résultent en la mort.
Et même si il y a quelques exceptions qui font que les personnages alliés ne meurent pas, c'est très souvent que des alliés des personnages principaux et des héros meurent aussi. Les lecteurs veulent plus de tension, plus d'épreuves. Pour cette raison, l'arc du Sanctuaire est un des arcs les plus populaires de l'histoire du shonen. Les lecteurs aiment voir leurs personnages préférés s'affronter, alors le Budokai Tenkaichi donne des idées aux auteurs de demain. Le spectateur aime découvrir de nouveaux mondes regorgeant de nombreux dangers, donc Ken traverse la mer vers un nouveau continent hostile. Les lecteurs veulent que les héros évoluent et grandissent, donc les Joestars voient leurs proches et leurs amis mourir très souvent. Mais en France, les amis manquent de disparaître. En effet, ces derniers sont jugés trop violents pour les enfants. Et c'est vrai que voir Ken faire exploser ses ennemis toutes les 2 minutes, ça peut vite faire questionner les parents, surtout quand c'est vendu comme des dessins animés. Et voir des personnages pourtant appréciés mourir à peu près à chaque combat, ça certains enfants japonais, ça les marquera pour leur future carrière. Vous connaissez maintenant toutes les clés, alors je peux l'annoncer, le deuxième âge d'or du Jump commence. Et c'est à ce moment-là où j'ai personnellement commencé les mangas. Le deuxième âge d'or du Jump, si vous posez la question, c'est un renouveau et une remontée stratosphérique du Jump vis-à-vis de ses ventes dans les années 2000. Et sincèrement, il y a de quoi. La fin des années 90 et le début des années 2000, ça marque l'arrivée de monstres dans le monde du manga. 1997, One Piece sort. 1998, Hunter x Hunter. 1999, Naruto fait son entrée en scène. 2001, Bleach arrive. Et je vais citer que ces noms-là, mais dites-vous que les mangas de sport et même les slice of life, ils s'en sortent vraiment pas mal non plus. Et ben les lecteurs de hier, c'est les auteurs d'aujourd'hui. Et la plupart d'entre eux sont des sacrés fans de mangas cités plus tôt dans la vidéo. Et quand on aime quelque chose, on y rend hommage, mais plus encore, on refait instinctivement les choses qui nous ont le plus plu. Nous les reformons, mais on y appose notre style et surtout notre envie de voir de nouvelles choses, de changer les choses. Désormais, les combats ils sont globalement moins gore et sanglants, moins d'ennemis coupés en deux, moins de têtes qui explosent, et la mort n'est pas montrée comme le résultat du combat, mais plutôt comme un drame ou une conséquence dramatique. One Piece est devenu célèbre pour le nombre de morts quasi nul comparé au nombre de tomes, mais ça rend les morts encore plus marquantes. Dans Naruto, les personnages qui meurent le sont souvent car montrés incapables de rédemption, ou des suites d'une conversation avec Naruto. Parce que oui, le Toljutsu, c'est une réalité, et c'est pas seulement une blague qu'on voit sur internet. Mais c'est aussi parce que Naruto discutait tant avec ses ennemis qu'il grandissait. Et pour Bleach, la réponse elle est encore plus simple, les ennemis d'Ichigo, bah ils sont pas vivants. Et même parfois, ils sont même pas humanoïdes. Les auteurs auront un petit peu plus adouci les angles avec le temps. Mais ça vient aussi de l'évolution du monde qui les entoure, car le Japon a changé d'air entre temps. La guerre, le vécu douloureux du pays, tout ça disparaît avec la naissance de la fameuse ère Heisei en 1989. Et on le remarque encore plus parce que maintenant on fait plus face à des mondes ravagés par la guerre, par un risque perpétuel de disparition de ce dernier. Et ça vous l'avez compris, c'est énormément lié au traumatisme de la bombe nucléaire. Les auteurs des années 2000 ont nettement moins vécu cette peur omniprésente et cette inquiétude, car une génération est passée. Donc leur univers ils sont plus fantasques. Naruto, One Piece, Hunter x Hunter par exemple, ce sont des pays inventés, des cartes créées. Nous ne sommes plus dans le monde que nous connaissons. Et pour Bleach, encore une fois, c'est différent, la plupart de l'action ne se déroule pas dans notre monde, mais dans un monde d'esprit, un monde spirituel, celui de la Soul Society et du Wekomondo par exemple. On retrouve donc des personnages un peu plus naïfs, sympathiques, tous inspirés de Goku. Ce qui leur importe, c'est leur rêve, leur soif d'aventure et de combat. C'est donc naturellement qu'on voit ces héros grandir avec nous, car ça c'est aussi une nouveauté. Comme les auteurs de ces mangas lisaient les mangas du premier âge d'or du Jump, ils prenaient leurs héros comme modèle. Ils savent donc que les héros qu'ils créeront seront aussi les héros des jeunes générations. Et ça, un en particulier l'a compris, Eiichiro Oda. Et c'est pour ça que One Piece a si peu évolué avec le temps. Car l'auteur le dit lui-même, il veut que son manga puisse plaire au petit Oda qui avait 13 ans à l'époque. Nous avons grandi, pas l'œuvre et ses personnages, ils sont restés les mêmes. Et même si ça peut sembler injuste, le shonen c'est destiné aux jeunes adolescents, il faut juste savoir parfois pouvoir passer la main. Si nous voulons rester sur les changements entre ces deux générations, vous remarquerez qu'il y en a un en particulier. Si l'idée du personnage premièrement ennemi devenu un allié par la suite s'est clairement démocratisée, il y a une autre idée qu'un seul des mangas des années 80 cités précédemment avait mis en place, que les auteurs des années 2000 ont gardé. Vous l'avez compris quand je vous disais de garder ce que je disais à propos de Saint Seiya en tête, c'était pour ce moment. Tous auront un combat, tous auront un ennemi attitré. Et ça, gardez-le en tête, ça sera très important pour la suite de la vidéo. Ces auteurs ont tous connu une frustration, celle de voir des personnages très appréciés disparaître ou même tout simplement ne plus se battre. Et l'arc du sanctuaire, ça les a marqués. Alors les arcs narratifs changent un peu. Il n'est plus question d'un seul grand méchant qui doit être retenu par les amis du personnage principal qui surgira au dernier moment comme le plus grand de tous les héros. Maintenant, il faut affronter ce méchant et surtout toute sa bande. Ces arcs devenus cultes, vous les connaissez tous, l'arc du sauvetage de Sasuke, opposant les Genin de Konoha aux élèves d'Orochimaru,
l'arc du Hueco Mundo où les capitaines affrontent les Espadas, Enies Lobby quand l'équipage de Luffy affronte le CP0, c'est le pinacle du shonen, c'est l'incarnation du shonen. Et quand on parle d'incarnation du shonen et de pinacle, il est une autre notion très importante, l'évolution et la transformation. Quand un personnage combat, il doit s'améliorer, devenir plus fort, débloquer de nouvelles transformations. Les chevaliers de bronze revêtissent les armures d'or, mais surtout Goku perd le contrôle quand il se transforme en Super Saiyan. Et ça va être gardé. Le démon renard, la forme mollo d'Ichigo notamment. Pour qu'un personnage soit cool, il lui faut une part d'ombre, il lui faut des transformations. Cette dualité doit exister, car le personnage principal en lui-même peut faire des erreurs et être mauvais. Et ça, on le garde vraiment encore beaucoup aujourd'hui. Et c'est une transition parfaite. Changeons de génération et donc passons à l'ère Reiwa et à ce que certains appellent le troisième âge d'or du Jump. Il y a débat vis-à-vis de ce qu'on peut considérer comme le troisième âge d'or du Jump. Pour certains, ce dernier commence dès la fin de Naruto et Bleach. En effet, avec le temps, la Shueisha, la maison d'édition du Jump, ont préféré des contrats de 15 ans pour les mangaka, et si vous faites le compte, Naruto s'arrête donc en 2014 et Bleach en 2016. Ça amène évidemment plein de questions sur le surmenage, mais c'est pas le sujet de la vidéo, on sera sans doute amené à en parler une autre fois. Au moment où ces deux mangas se terminent, on a My Hero Academia et Black Clover qui débarquent. Pour autant, est-ce que l'arrivée de ces deux mangas marque un tournant et surtout un nouvel âge d'or du Jump? La réponse c'est non. On est bien loin des ventes que le Big 3 a pu réaliser auparavant. A titre de comparaison, mes chiffres sont sans doute erronés, mais au moins vous avez une estimation. Si on fait un classement des 15 mangas les plus vendus de tous les temps, One Piece est premier, Naruto 5ème et Bleach 12ème. Et si vous voulez des chiffres plus précis, on parle de centaines de millions de ventes. Et là mes chiffres sont sans doute encore plus erronés, mais bon, encore une fois ça permet de mieux comprendre. MHA n'a pas encore atteint les 100 millions, on est sur du 85 millions environ, et Black Clover est clairement à la traîne avec ses 18 millions de ventes. Mais bon, les ventes c'est pas vraiment un argument, j'aimerais mettre autre chose en avant. MHA et Black Clover, bah ça reste classique. Ils sont clairement dans la continuité de certains des shonen vus précédemment. My Hero Academia cependant intègre un point qui va être important et réutilisé par les mangas qu'on va citer juste après. Pour moi, ce qui marque l'avènement du troisième âge d'or du Jump, c'est quelque chose qu'on a tous vu de nos yeux. Après des années, des décennies même, à être le manga le plus vendu, le colosse One Piece met un genou à terre. Il est deuxième. Le manga qui a réussi cet exploit, c'était une œuvre discrète du Jump, une œuvre discrète qui aura eu le droit à une adaptation animée qui aura fait l'unanimité auprès du public. Et cette fois-ci, c'est taillé dans le marbre. Après 20 ans de discussion avec les méchants, 20 ans de personnages qui ne meurent que très rarement dans le camp allié comme ennemi, les lecteurs, ils en ont marre. Ils veulent un retour aux sources. Ils veulent du drame et de la tension. Ils veulent que la mort puisse à nouveau guetter les personnages, qu'ils soient bons ou mauvais. Et ça, Demon Slayer le réussit très bien. À tel point que c'est devenu la plus grosse critique qu'on faisait du manga à un moment. Il reprend trop les vieux classiques. Mais sérieusement, quel manga là-dedans n'a pas repris un truc venant d'un autre manga? Ceci étant dit, le Jump le comprend. Les lecteurs veulent plus de pluralité, ils veulent un retour aux sources, mais surtout, ils veulent pouvoir s'identifier plus efficacement aux personnages. Les héros purs et niais comme Goku ou Luffy, ça ne plaît plus autant. Et pour cause, c'est leur plus grande force comme leur plus grande faiblesse, tout le monde peut se reconnaître en eux. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Alors le Jump fait place à de nouveaux mangas, de nouvelles propositions. Et c'est à ce moment-là, au moment où cette brèche ouverte par Demon Slayer est exploitée, que Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man arrivent en grande pompe. Les héros, un gamin un peu niais écrasé par les conséquences de ses actes et ses remords, est littéralement un obsédé. Et surtout, on fait face à quelque chose de particulier, le réalisme quasi fataliste de ses œuvres. Dans les années 80, la Terre était modifiée, dans les années 2000, les mondes étaient créés, mais maintenant il s'agit de notre monde. Et ça, c'est MHA qui le met au goût du jour. Ces problèmes de société auxquels on fait face au quotidien. Ça rend le tout un petit peu plus réaliste, et donc ça force les gens à plus s'attacher aux personnages et à s'y identifier. Le monde a changé, le monde a évolué. On porte plus d'intérêt aux civils, aux lambda, la foule est montrée comme même asservissante parfois. Et nos personnages, ils se noient là-dedans. Comment avoir des volontés profondément héroïques quand ce qu'il y a en face de nous ne donne pas envie de se battre? Et c'est là où le manga a le plus changé. À une époque où le protagoniste est un héros surpuissant, un idéal dans un monde dur, difficile, ayant pour seul objectif de faire régner la justice et ramener l'espoir, le tout sur un corps quasi parfait, maintenant nous voyons des personnages bien plus proches de la norme sur tous les points, idéologiquement comme physiquement. Les difficultés de leur monde, c'est les nôtres. Faire régner la justice, très peu pour eux. Survivre et trouver une raison de se battre, c'est déjà bien assez difficile comme ça.
En bref, est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que c'est mieux maintenant? J'en sais rien. Personnellement, j'ai un goût particulier pour les vieilles œuvres. Pour moi, le but d'un shonen, c'est avant tout de nous faire rêver, de nous donner envie de voyager, de devenir meilleur, en quelque sorte d'aller de l'avant, quoi. Et c'est pour ça que mon manga préféré, c'est Valkyrie Apocalypse. C'est pas un shonen, mais la plupart d'entre vous auront remarqué les inspirations et les références du manga. On est clairement sur des personnages de vieux shonen. Il n'est pas question d'avoir peur, de trembler, de crouler sous le poids de la société. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut se battre pour les innocents. Et c'est fatalement quelque chose qu'on perd un peu avec les mangas d'aujourd'hui. Et je ne vais pas mentir, même s'il en faut pour tous les goûts, parfois ça m'agace un peu de voir une énième fois Denji être une loque, de voir Itadori regretter ses crimes. Ça enlève cette petite facette de rêve et d'idéal, et parfois j'ai vraiment l'impression de lire une œuvre se voulant faussement philosophique, et proposant une critique acerbe du monde dans lequel on vit. Alors qu'au final, ces réflexions c'est celle d'un lycéen. Pour conclure, et je vais dire quelque chose qui n'étonnera personne, comme tout domaine, les mangas ils sont soumis à la théorie de la colonne. On reprendra toujours des créations du passé pour créer notre propre univers. C'est le propre de l'apprentissage et de l'humain. Que vous appréciez ou non ce qui se fait aujourd'hui, on sait tous très bien que ça y ressemble grâce à ce qui a été fait précédemment. Que vous aimiez le résultat ou non, il faut pas que ça vous empêche d'être curieux et de découvrir. Tout ne sera toujours qu'une question de perspective, et le seul moyen d'élargir ces perspectives, c'est d'essayer. Sur ce, je vous dis salut à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Belleus.